Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Parfois, les belles découvertes commencent par un pitch. C'est lors d'un événement organisé par le programme Tomcat où 8 startups présentaient leurs projets à impact que j'ai rencontré Malo et Aubin, fondateurs de Revalo. J'ai eu envie de partager leur approche, simple, concrète, mais terriblement nécessaire. Parce qu'on parle souvent de numérique responsable, de bilan carbone, du digital, d'éco-conception, mais plus rarement de la fin de vie de nos matériels informatiques. Et pourtant, c'est un enjeu colossal. Ordinateur, serveur, smartphone. Derrière chaque appareil, il y a des métaux rares, des données sensibles, des déchets et souvent un potentiel de revalorisation énorme. Et c'est là que Revalo intervient. Une jeune start-up qui accompagne les organisations dans la collecte, la réutilisation, la revalorisation de leur matériel informatique. Mais je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Dans cet épisode, on va évoquer ensemble comment est née l'idée de Revalo, quels sont les enjeux du numérique responsable aujourd'hui, avec les lois, etc. Et comment les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'action. On parlera aussi des freins, des leviers, de son parcours d'entrepreneur et bien sûr du rôle du programme Tomcat qui soutient cette nouvelle génération de solutions à impact. Alors bienvenue dans cet épisode de Marqueur. Bonjour Robin. Bonjour Diane. Écoute, je suis ravie de t'accueillir du coup. Ensemble, là on est dans les locaux d'Île-de-France région à Saint-Ouen, là où tu as élu domicile pour Exactement, les bureaux ouais. avec Revalo. Des beaux espaces. Et donc, on va parler un peu de toi avant de parler de Revalo. Donc, si tu veux me raconter un peu quel est, toi, ton parcours, qui tu es. Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis pas devenu entrepreneur tout de suite. J'ai fait des études en sciences politiques à Lille et à Montréal. J'avais besoin à un moment de partir loin. Donc, je suis parti pendant 1 an et demi. C'était une super expérience. Et j'ai commencé à travailler ensuite en communication de crise pendant 3 ans et demi. Parce que la communication est un élément qui m'interpelle beaucoup et qui m'intéresse vachement. Moi aussi. J'imagine, forcément. Je crois que c'est vers juin 2022. Donc Malo, que je connais depuis le CE2. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on est copains. Ouais, ça fait très très longtemps. C'est génial ça. Il m'a contacté en me disant écoute, est-ce qu'on raviverait pas un vieux projet qu'on avait eu il y a quelques années auparavant, qui à l'époque s'appelait SmartFeed. Pour l'anecdote, l'idée de SmartFeed, et tu vas voir comment je vais en arriver jusqu'à Revalo, était née en 2018. Il avait fait un stage dans une boîte qui faisait de la réparation d'appareils informatiques, donc une petite boutique quoi. Il s'était rendu compte qu'en fait, dans l'optimisation des processus entre la reprise, le rachat, la revente, il y avait beaucoup de lenteur et pas assez de rapidité. Enfin, on pouvait changer beaucoup de choses. C'était que sur les téléphones portables. Et au début, on avait lancé SmartFeed en se disant, on veut faciliter la collecte des smartphones auprès du grand public. Et un des leviers qu'on avait vu à l'époque, c'était d'utiliser les universités comme point d'ancrage en disant on va prendre les étudiants, ils vont avoir ce rôle un peu de collecteur, donc ils vont avoir un petit job facilement faisable parce qu'il est sur leur campus directement et aider comme ça le grand public à faire reprendre ses appareils beaucoup plus rapidement que par des process classiques où tu dois l'envoyer, il check, il te paye, etc. L'idée est tombée à l'eau en 2019 parce qu'on avait nos études et Malo reprend le projet en 2022 pour un projet de fin de master. Il dit voilà, j'ai cette idée-là et je vais creuser le sujet. Voilà, je vais creuser le sujet. Et un des profs qui le soutenait dans son projet lui a dit votre idée elle est pas mal, elle mériterait d'être un peu creusée, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire.
Et donc là-dessus, il me recontacte en 2022. Donc on avait chacun nos boulots dans 2 boîtes différentes, sans l'ambition de créer une boîte un jour. Et puis il me dit, est-ce que ça te donnerait envie de relancer le projet? Et je lui dis, bah écoute, pourquoi pas? On a relancé le projet, au début un peu doucement, et puis on s'est mis vraiment dedans rapidement. Et en fait, entre juin et septembre 2022, on avait créé la boîte. On avait été incubé à l'ISEP, qui avait un incubateur là où était en fait le prof qui l'avait incité à à relancer un peu le projet. Et c'est comme ça qu'on est devenu entrepreneur. Ça s'est fait un peu par hasard. Et puis, on a été pris dedans, on a pris des associés. Et puis, la boîte a grandi jusqu'à devenir Revalo il y a 1 an. Parce qu'on a... Vous avez changé de nom? On a changé le nom parce que SmartFeed était très, très affilié au côté téléphone. Smartphone, c'était un peu ça qu'on avait envie. Et sauf qu'on s'est rendu compte que le B2C qu'on voulait mettre en place à l'époque marchait pas du tout. Très compliqué de joindre les universités. Les associations changent tous les 6 mois. Les étudiants sont en vacances entre tout le temps, c'est ce que tu presque. Mais entre mai et octobre, en gros, t'as pas du tout de marché, quoi. Donc, très compliqué. Et on avait l'idée de se dire, est-ce que peut-être en B2B, ça pourrait fonctionner, cette reprise de téléphone, et puis qui est devenue une reprise d'appareils numériques progressivement. Et c'est devenu notre business model principal. 1 an à peu près après qu'on ait relancé l'entreprise. Et un jour, on a voulu marquer le coup et on s'est dit, bah, comme on est devenu une entreprise qui revalorise les appareils, on va changer de nom pour asseoir une crédibilité, une image de marque qui existe mieux. Et c'est comme ça qu'est né Revalo, qui en fait aujourd'hui a 3 ans, mais qui est un enchaînement d'étapes pour aboutir à ce que c'est aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe. On a 2 pôles aujourd'hui. On a un pôle à Paris, donc comme tu disais, au siège de la région, au sein de l'incubateur Le Perco, qui nous accueille pour une durée de 2 ans. Donc là, il nous reste encore 1 an. Et on a un bureau à Toulouse. On a 2 commerciales à Toulouse, qui sont Maëlle et Yasmine, qu'on a ouvert par opportunisme parce qu'on avait pas mal de clients sur Bordeaux, sur Toulouse. Ce sont des alternantes. Donc à l'époque, quand elles ont commencé en stage, elles nous ont dit, bah en fait, j'aimerais bien continuer mes études à Toulouse. Est-ce que c'est possible? Donc on s'est dit, bah oui, on va ouvrir un pôle qui marche bien. Donc on a un pôle à Toulouse là-dessus, et les 8 autres membres sont sur Paris. On a la moitié de l'effectif qui est du commercial pur, parce que notre travail, c'est essentiellement d'aller démarcher les entreprises et les inciter à faire reprendre leur parc IT. Et le reste, c'est de la communication, de la finance, enfin de la CFO, beaucoup de marketing. Sans blague. Voilà. Et beaucoup de tech aussi, parce qu'il y a une vraie dimension tech, expertise, audit. Mais ça, je pense qu'on y reviendra après dans le détail. Tout à fait. Mais justement, avant de parler un peu de Revalo avec les spécificités, à qui ça s'adresse et comment ça fonctionne, etc. Peut-être ta vision, toi, des enjeux numériques aujourd'hui par rapport aux obligations réglementaires que les entreprises doivent faire face, auxquelles elles doivent faire face, et puis tout voilà, un peu toutes ces questions-là. C'est un gros enjeu actuel. En fait, c'est là où c'est bien de travailler dans l'IT aujourd'hui, c'est qu'on est dans un domaine qui est réglementairement parlant soutenu ou en développement, avec des limites quand même que je pose. La première, c'est que la CSRD, donc on l'a vu, là on est mi-octobre, il y a quelques semaines, était complètement... Mi-octobre 2025, c'est ça? Voilà, il y a 1 semaine même pas, en fait, c'est fait un peu couper les pieds par la commission qui a décidé d'augmenter la taille minimale des entreprises qui doivent s'y plier, ce qui réduit mécaniquement le nombre d'entreprises qui vont se plier à ces obligations. En France, on avait la loi AGEC qui a bâti un peu le terrain, et la loi Rennes qui s'y est mise progressivement. Tu veux redire deux mots sur chaque pour ceux qui sont pas forcément dedans dans le volet numérique? Alors la loi AGEC a bâti, en fait c'est une loi qui bâtit des fondations sur plein de domaines en lien avec l'économie circulaire. Dedans, on va retrouver des obligations, notamment sur le numérique ou le reconditionné, aussi bien que la limitation, par exemple, de l'impression des tickets de caisse qu'on a dans les grandes surfaces. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est très compliqué à mettre en place, mais ça pose des bases, des fondamentaux sur vers quoi est-ce qu'on va essayer d'aller pour réduire le gaspillage et
développer un peu l'économie circulaire. La loi Rennes, elle est spécialisée sur le numérique, sur la responsabilité numérique des entreprises, et elle propose des incitations, donc c'est en termes de propositions, notamment, par exemple, qu'il y ait 20% du parc IT des administrations publiques qui soit issu du reconditionné. Donc pour l'instant, c'est propre au domaine, aux acteurs publics. À terme, on aimerait bien que ça soit démultiplié pour les acteurs privés, mais c'est des premières briques qu'on voit qui se mettent en place. Après, entre l'annonce politique, donc la théorie et la pratique, il y a souvent des gaps énormes. Et donc, Et un peu de temps aussi. et beaucoup de temps, ouais, et vachement de temps. Et c'est là aussi où c'est un petit peu frustrant. Et tu as aussi par rapport à ça, tu as des contextes qui rendent les urgences encore plus urgentes. Je vais te donner un exemple. C'est la semaine dernière, donc le 14 octobre 2025, c'est la fin officielle du support de Windows 10 sur les appareils. Enfin, les mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire que beaucoup d'administrations en France tournent sous Windows 10. Windows 10, ce sont des appareils qui sont sous la 8e gène. Donc, c'est des appareils qui, en fait, ont plus de 10 ans. Ces appareils-là doivent être remplacés. Donc, les acteurs publics doivent remplacer, je crois qu'il y a plus de 50 000 appareils qui doivent être remplacés. Forcément par du neuf, forcément dans l'urgence, parce que ils n'ont pas le choix, c'est Microsoft qui décide que. Oui, parce que ça, ils ont fait leur annonce, c'était cet été ou un peu avant l'été. Ouais, alors ça fait 1 an que c'est annoncé, mais en fait, le temps que ça se mette en place, et qu'on n'en parle pas. Et du jour au lendemain, on se rend compte que mince, il y a plus les mises à jour de sécurité, il y a des domaines très importants qui doivent avoir ces mises à jour, donc il faut qu'on agisse dans l'urgence. Et l'action dans l'urgence, c'est acheter du neuf. Et donc c'est mettre, on ne sait pas où, ces 48 000 voire 50 000 appareils. Et c'est là où il y a la contradiction entre, c'est les acteurs publics qui proposent ces lois-là, je me simplifie, et qui sont les premiers à avoir une application très très contradictoire. Ouais. Donc c'est hyper frustrant. Ça rejoint ce que tu disais sur le temps long, et tu dis sur l'application, c'est pas forcément les bons exemples qui sont donnés. Alors c'est pas forcément que leur faute, mais c'est sûr que ça va difficilement inciter à l'étendre à tout le monde. Alors, est-ce que dans ces 50 000 ordinateurs, là, vous allez en voir quelques-uns ou pas? Le problème, non. C'est tout le problème. C'est que il y a 1 an, je t'aurais dit oui. Il y a 1 an, moi, j'ai des reconditionneurs qui voulaient bien prendre ces appareils-là qui sont en dessous de la 8e gène. Aujourd'hui, personne va les récupérer ou va les racheter. Ils vont les récupérer, mais ça va finir à la benne, recyclé, alors qu'ils marchent encore très bien. Parce que personne va accepter d'acheter des appareils qui ont des mises à jour de sécurité qui ne sont plus faites. Peut-être que certains particuliers ne vont pas forcément être préoccupés par ça, mais tu pourras plus le vendre derrière à des entreprises. Donc ça fait un énorme parc qui, en fait, du jour au lendemain devient obsolète. C'est du gâchis matériel, c'est du gâchis de métaux. Et oui, pour une utilisation... c'est quand un ordinateur, c'est 800 kilos de matière première à sa fabrication. Tu multiplies ça par 50 000 et plus, parce que 50 000, c'est ce qui a été annoncé, mais en fait, il y en a plus. C'est un énorme gâchis. Et surtout, c'est de l'obsolescence purement provoquée, parce que les appareils marchent encore très bien. Et donc, hier, mes reconditionneurs prenaient encore de la 8e gène. Aujourd'hui, de la 8 en dessous de la 8. Et demain, ils en prennent plus. Donc, par une simple décision, du jour au lendemain, tu crées un énorme gâchis. Et malheureusement, personne ne va prendre le risque de il y a une racheter. Pétition pour lutter contre Microsoft et Windows, en tout cas sur cette démarche-là. Ça n'a pas fait bouger les lignes ou... Très peu. Alors, l'Europe a fait... Alors, là où je dois reconnaître que l'Europe parfois fait les choses bien, c'est que l'Europe régule beaucoup. Et l'Europe a réussi à faire plier Microsoft sur un point, c'est que les mises à jour de sécurité pour certains particuliers, même pour les particuliers, peuvent encore se faire pendant 1 an. Donc en gros, on a laisse un peu de temps, enfin c'est pas. Voilà, donc en fait, ça change rien parce que l'appareil maintenant ou dans 1 an, il pourra pas être repris parce que si on l'achète maintenant, on sait que dans 1 an, il vaudra plus rien. Donc alors que quand on le fait sur une utilisation de particulier, au final, il y a la sécurité, je l'entends, mais on a une utilisation beaucoup plus restreinte. Oui. Moi, j'ai un ordi, c'est le même côté pro et perso. Mais c'est normal, je suis à mon compte, je vais pas multiplier les appareils, en avoir un perso et un pro. Mais on se dit, on n'a pas forcément besoin
de l'utiliser de la même façon et un accès à Internet, ou alors sinon tout le monde passe que avec son smartphone ou avec une tablette, ou je sais pas. Mais du coup, tu multiplies les appareils chez toi, quoi. Tu multiplies les appareils, voilà, pour des raisons purement marketing, pour des raisons purement financières, parce que finalement c'est ça en fait. Et ce qui revient, en fait, ce dont on se rend compte maintenant, et moi j'espère que ça changera dans le temps, c'est qu'il y a une dépendance très forte à l'OS Windows aujourd'hui. Et je suis la première concernée. Voilà, mais il y a C'est- tout le monde, il y a plein de gens. Mm. En fait, on pense qu'il y a enfin, les OS Mac sont très peu représentés par rapport aux OS Microsoft, enfin Windows. Et donc, une des tendances qu'on voit commencer à apparaître, c'est que des OS indépendants qui n'étaient pas forcément encore trop utilisés ou utilisés par des niches commencent à être utilisés. Linux, Ubuntu en font partie et sont des solutions. Ils tournent très bien, ils sont devenus très similaires à Windows dans l'apparence, en tout cas, et donc personne serait perdu à les utiliser. Mais ça implique quoi? Ça implique de faire changer les comportements dans les entreprises. Et en fait, c'est le frein au changement, il vient de là, quoi. Ouais. Et donc, on préfère changer les appareils en se disant, bah au moins les gens, ils auront leur même repère. Et puis, tant pis pour le gâchis. Voilà, là, tu t'adresses du coup au DSI de se dire au sein de la DSI de l'entreprise ou pour des plus petites boîtes avec un prestataire externe auquel on ferait appel, c'est de pouvoir se dire comment on peut trouver une solution bis. C'est ça. C'est aussi une gestion de souveraineté des données, Ouais. d'une certaine manière. Au-delà de se dire on est tributaire d'un seul prestataire qui gère l'ensemble de nos données. Enfin, C'est extrêmement... Après, peut-être que cet événement-là qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, tout le monde crie au scandale, on n'empêche que tout le monde va quand même passer sous Windows 11. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Peut-être que ça va inciter à se dire, bah, en fait, on est trop dépendant de certains acteurs. Et peut-être que des solutions alternatives qui avant étaient vraiment vues comme un peu le truc de geek dans son coin vont devenir et sont en train aussi de s'ouvrir davantage au grand public. Et peut-être que ça peut devenir... moi, j'ai mon CTO qui est passé sur Ubuntu. Tu vois, et il est alors oui, c'est un CTO, mais au-delà de ça, j'ai vu sur son ordi, il y a aucun changement. Enfin, c'est très un néophyte qui n'a jamais utilisé pourrait très bien s'y retrouver. Donc, il existe des solutions, mais je dis, ça implique beaucoup d'échelles de décision dans des grands groupes. Oui, et puis de pédagogie derrière, de réassurance. Et de confiance, parce que un des exemples moi, que je donne souvent, c'est n'importe qui a grandi en utilisant souvent des Mac et une personne qui a grandi avec que des appareils Windows arrive demain dans une entreprise qui se dit ben moi nous on est full Mac, voilà, on fait l'inverse. Les gens ont vachement de mal souvent à s'adapter à ce changement-là. Et donc il faut s'imaginer que, enfin ils peuvent s'imaginer que c'est autant de contraintes de faire changer ça pour tout le monde. Et dans ce cas-là, on préfère dire, bah, en fait, on fait rien. On fait rien. Et oui, ça c'est dommage. Mais la conduite du changement, mais là j'ai d'autres épisodes chez Marqueur qui parlent un peu de cet aspect plutôt RH managérial ou les stéréotypes et comment on peut faire changer un peu les mentalités. Ouais. Parce que tout est une question de changement. La RSE, c'est une démarche ou une façon de voir son job différemment. Et là, dans le numérique, c'est pareil. On a besoin d'avoir quelques réflexes et de faire les choses un peu différemment, donc ça c'est normal. Ouais. Alors, si on en revient plus à Revelo, explique-moi, à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu fais exactement? Enfin, je dis tu, c'est vous. C'est la boîte. Quoi. La boîte, exactement. Très simple. Nos cibles, ce sont toutes les entreprises. Voilà. Toute taille, tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Alors, privé, public, du coup. Alors, les acteurs publics, plus compliqué. Compliqué parce que c'est des appels d'offres. C'est des très gros volumes et comme je viens de te l'expliquer, c'est des appareils obsolètes. Donc c'est jamais, en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est que c'est très compliqué de trouver les repreneurs qui récupéreront ce matériel-là. Et honnêtement, il y a des acteurs aujourd'hui qui le font déjà très bien pour les acteurs publics, donc on va pas venir, marcher sur leur plateau. Exactement. Ça c'est stratégie market. On perdrait du temps, de l'argent. Il y a du volume suffisamment il y a du aussi. volume. Ils ont largement le choix. Dans les entreprises, nous, ce qui nous intéresse, c'est on a 3 points de contact différents. Le principal, tu l'as dit avant, c'est le DSI.
Mhm. Quand il y en a pas, quand c'est des boîtes plus petites, on s'adresse souvent à l'office manager, Ouais. qui a cette fonction un peu multitâche et qui va gérer la gestion des appareils Ou et des achats, des services ou les généraux. achats et parfois Mm. même aussi RH. Ils ont un peu la double ou triple casquette. Et parfois, on va carrément directement avoir les dirigeants des entreprises avec nous. Et parfois, j'en rajoute un quatrième, c'est le responsable RSE. En fait, c'est jamais le premier point de contact qu'on a. Parce que et pour moi, c'est un des gros défauts, c'est que le numérique n'est pas vu comme un levier RSE assez puissant au sein des C'est vrai. entreprises. Alors là, ça se voit pas, mais du coup, j'écarquille les yeux en mode, mais pour moi, ça me paraît tellement naturel. Et pour moi aussi, Ouais. mais c'est C'est ce que tu constates, du coup. c'est ce que je constate, c'est que dans les stratégies RSE, on veut mettre en place plein de choses. Il y a des super pratiques, Mm. mais on se dit, nous, enfin, je te dis, on contacte parfois des entreprises qui nous disent, ouais, moi, je stocke 300, 400 PC, je sais pas quoi en faire, point. Et quand on leur dit que Ah oui, ça, là, c'est pas juste un téléphone dans un tiroir, quoi. ah non, Là, ça c'est les particuliers, mais quand tu Ouais. vas au niveau des entreprises, il y a des années de stockage. Et donc le responsable RSE, quand il se rend compte qu'il peut y avoir une vraie démarche responsable qui engage les collaborateurs, qui engage la boîte et qui est hyper facile à utiliser comme communication et même auprès de tes collaborateurs, là ça marche bien. Mais c'est jamais le point d'entrée parce qu'en fait il va nous dire, moi si vous me parlez des appareils IT, voyez avec le DSI. Mm. Voilà. On travaille un peu ça aussi dans notre market, adresser plus facilement les responsables RSE. Mais voilà, c'est les 3,5 cibles principales qu'on a aujourd'hui. Et alors là, tu parles 300 ordinateurs qui traînent, je sais pas où. Dans les parce que placards ça, souvent, ou dans les étagères. ça fait déjà pas mal. Ouais. Donc c'est plutôt une boîte moyenne ou grande. Oui. Pour les plus petits qui se disent, bah, finalement, j'ai un appareil qui n'est plus réutilisable, parce que la problématique, elle est là, c'est Ouais. j'ai des collaborateurs qui s'en vont. Mm. Enfin, tu vois quels sont les points d'entrée. Il y a des collaborateurs qui s'en vont, donc je récupère le matériel, Ouais. mais j'ai pas forcément un remplacement de poste, donc je vais pas lui refiler le matériel. Donc en attendant, je le mets dans un placard, C'est ça. en attendant d'avoir une ouverture de poste. Donc Ouais. il peut y avoir ce cas-là. Il y a ce cas-là. Et il y a l'autre cas d'un collaborateur qui est là depuis 10 ans. On peut croiser les doigts en espérant qu'il ait gardé son ordinateur pendant longtemps, mais on sait jamais. Oui. Et là, c'est de se dire, bon, il y a un bug, il doit être réparé, ou il est cassé, ou il fonctionne plus, ou le disque est Mort ou est trop vieux. mort. Enfin voilà, Ouais. il y a plein de cas. Et auquel cas, bah, c'est la même façon. L'ordi, il reste dans un coin. C'est ça. Et on sait pas quoi en faire. Exactement. En fait, Donc la DSI aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de cartographie du matériel, de se dire où et quoi et quand, ou c'est pas forcément formalisé comme il faut? non, Qu'est-ce que tu constates? Je constate que c'est vachement à la carte. C'est-à-dire que nous, quand on contacte les DSI, on leur dit, bah, nous, il nous faut que vous nous envoyiez un listing des appareils que vous voulez faire reprendre. Et t'as ceux qui disent, ok, je l'ai parce que j'ai une gestion de mon stock, je sais ce que j'ai. D'autres qui font, je l'ai pas du tout. J'ai à peu près 50, 60, 300 appareils. Il faut que je regarde. Et là, il y a tous les cas de figure. Tous ceux que tu as cités sont vrais. Il y a un des éléments aussi, c'est que souvent les entreprises changent les appareils tous les 3 ans. Pour des raisons. Normalement, on est censé augmenter un peu cette durée de vie. On est censé l'augmenter. Après, généralement, les questions de sécurité, les décisions font que, en fait, mécaniquement, tous les 3 ans, il faut que tu changes le parc IT. Et en 3 ans, t'as pas forcément, si les gens entretiennent bien leur appareil, bah, en bout de 3 ans, il est encore en bon état. Mais les consignes sont les consignes, on le stocke et on s'en débarrasse dès qu'on a l'occasion. C'est là où on doit changer la politique IT ou C'est ça. Et pas juste une ligne financière de c'est fini d'être amorti, donc on peut recommencer, etc. Exactement. Nous, on a vu des aberrations. Ça nous est arrivé de récupérer des ordinateurs qui avaient 20 cycles de charge. Donc 20 cycles de charge, ça veut dire que l'appareil, il a été chargé 20 fois. Ça veut dire, et donc l'exemple que j'imagine, c'est un collaborateur qui est venu, qui a pas passé sa période d'essai, qui est parti avant. On a sorti son ordi, on l'a pas donné à celui qui va le remplacer, on l'a mis de côté parce que c'est un par personne. Et donc on récupère parfois des appareils extrêmement récents. On a déjà récupéré, donc là on est fin 2025, on a déjà récupéré les ordinateurs Apple, des MacBook,
qui sont sortis en mars 2025. Le problème, c'est qu'un appareil... Comment c'est possible? Mais même nous, on est surpris, mais là, pour Oui, le coup, c'était... du coup, il y a un rôle aussi de pédagogie de oui. votre côté en disant, mais mais vous nous, savez on que leur vous a pouvez dit... encore le récupérer? mais en fait, c'est... Je veux bien le récupérer, mais en même temps, vous pouvez encore en faire quelque chose, non? Alors oui et non. Enfin, je veux bien le récupérer, non, parce que... c'est un peu contradictoire, mais un appareil qui est trop récent en prix d'occasion sera aussi cher que du neuf. Ouais. Personne voudra l'acheter. Et la deuxième raison, c'est que la boîte s'était trompée sur des refs qu'elle voulait acheter, et au lieu de les revendre elle s'est dit bon, en fait, je m'en débarrasse. D'accord. Et donc tu vois, c'est là où parfois il y a une aberration à se dire bah en fait il y a tellement d'argent, il y a tellement de budget que la flotte IT, hop, c'est dès que j'ai besoin, j'achète, je prends. Alors voilà. là, écoutez bien tous les dirigeants de boîtes. Aubin vient de dire qu'il y a trop d'argent de partout. Alors, il me semblait pourtant que la période était quand même économiquement un peu tendue cette année. Il y a peut-être des économies à envisager sur vos IT. Et je peux, en fait, ce qui est, je peux comprendre qu'il y a des problèmes de sécurité qui imposent des changements. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Néanmoins, parfois, il y a des pratiques qui peuvent être mises en place pour prolonger la durée de vie. Et je veux pas non plus faire de généralité, hein. C'est quand même, mais nous, ce qu'on récupère en ancienneté, en moyenne, ça a entre 3 et 5 ans. Ok. Voilà. Donc c'est quand même assez récent. Parfois c'est en très bon état. Et donc c'est. Alors après, ce qui est bien, c'est que par le reconditionnement, ça pourrait être réutilisé par d'autres personnes. Mais l'entreprise se débarrasse rapidement, on trouve, de ces flottes. Donc là, l'idée, c'est qu'ils vont sur ton site internet et ils te contactent. Après, comment ça se passe concrètement? Tu as une analyse du matériel qui est à reprendre? Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... Tu vois, j'aimerais avoir la suite, tout le fil, exactement, tout le flux de ta chaîne de vie ou de ton cycle de vie, de celui l'appareil qui arrive. Et après, ça en devient quoi? Alors, donc on prend rendez-vous, donc soit sur le site, soit via nos équipes commerciales qui prennent des rendez-vous avec donc un contact, souvent DSI. On demande au DSI de faire un listing de ces appareils. Donc c'est un tableau Excel basique avec les appareils, les marques, si possible les numéros de série pour qu'on puisse avoir les références exactes et un état global de l'appareil. Est-ce qu'il est cassé, est-ce qu'il est abîmé, est-ce qu'il est en bon état. Ce listing-là, nous, on va le prendre, on va le proposer, on a une plateforme interne qui met en relation tous nos reconditionneurs. Donc on en a une dizaine aujourd'hui en France avec qui on travaille. On va leur proposer... Oui, tu as des noms en tête? Alors on travaille avec... on en a un qui s'appelle Destock Info, IT Green, Okamac, qui est le premier reconditionneur Apple en France, un des plus gros d'Europe. Donc lui, dès qu'on a des appareils Apple, généralement, ça arrive chez lui. Dans toute la France, c'est-à-dire qu'on a à Grenoble, donc Okamac qui sont à Angers, à Grenoble, on en a beaucoup aussi à Strasbourg, pas mal à Paris. On travaille avec les boutiques Mercato à Paris, tout le réseau Easy Cash, Cash Express, Cash Converters, tout ce réseau-là de boutiques très pratiques quand on a des appareils en bon état, en fait, qui n'ont pas besoin d'être réparés et qu'on peut directement envoyer, donc ce qui réduit vachement le cycle de reprise. Mais concrètement, on propose ce listing-là à tous ces partenaires-là et chacun se positionne en fait avec un prix. Alors aujourd'hui, on connaît tellement bien nos reconditionneurs qu'on sait déjà par avance en fonction du matériel à qui on va l'envoyer. Donc en quelques heures, on a une cotation. En 48-72 heures, on a une cotation sur le lot. Le reconditionneur qui est choisi gagne entre guillemets le lot et va s'occuper d'aller le collecter chez le client. Ok, donc vous gérez pas cette partie transport. Parfois, quand c'est sur Paris, avec des petits volumes, comme on est juste à côté, on préfère y aller, les faire passer par chez nous, ensuite les redistribuer à nos reconditionneurs. Mais dans la majeure partie des cas, les reconditionneurs envoient leur transporteur chez le client. Donc le client, en fait, n'a rien à faire à part nous envoyer le listing, quoi. Et on récupère le matériel, il part chez le reconditionneur qui va l'auditer, qui va vérifier que entre le listing initial et le listing final, il n'y a pas d'incohérence sur le volume, sur l'état, et ensuite qui reconditionnera ces appareils-là. Nous, dès que c'est audité, on va récupérer le rapport d'audit et on va faire un bilan carbone des économies de CO2. Et ce bilan carbone, qui est systématiquement envoyé à tous nos clients, fait état de
voilà, on a récupéré 100 appareils. Sur les 100, il y en a 75 qu'on va revaloriser et 25 qui vont en D3. C'est tout ce qui est déchets parce que c'est trop vieux, parce que c'est cassé et on peut rien en faire. Et donc, on va retrouver les modèles exacts de chaque appareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui mettent sur leur site les fiches carbone, ce qu'ils appellent les PCF, les Product Carbon Footprint, de chacune de leurs références. Donc, on peut aller savoir exactement combien de tonnes de CO2 le MacBook Air 2020 M1 a comme impact. On intègre ce chiffre-là. S'il y a des modifications qui ont été faites, si on doit changer l'écran, le clavier, la batterie, on va imputer un malus. Pourquoi ? Parce qu'on va remplacer par des pièces neuves. Et donc, on sait qu'une batterie, c'est à peu près 30% de l'impact global. Donc, on va retirer 30% de l'économie principale pour avoir un chiffre net, en fait, net de changement à la fin. Ces additions-là vont donner un bilan carbone. On va y intégrer le coût du transport, en calculant le mode de transport, le poids, la distance. J'allais y venir justement en me disant, est-ce que tu vas... Je suis rentré dans tous les détails là, mais c'est bien, c'est bien. Mais l'idée c'est d'avoir une cartographie de tout le matériel qu'on a repris et en première page, il y a, voilà, vous avez économisé tant de tonnes de CO2. On a mis des équivalences CO2 pour que les chiffres soient compréhensibles, parce que quand on dit t'as économisé 5 nombre tonnes de baignoires utilisées, alors, c'est quoi ce que tu utilises? On a 4 équivalences, 5 qui sont très très parlantes. La première, c'est on remet en lumière avec l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français. Okay. C'est à peu près entre 8 et 10 tonnes. Donc on dit ça me parle bien puisque l'objectif de tonnes voilà. Donc si t'as récupéré 10 tonnes, on dit c'est l'empreinte annuelle de un Français que vous avez économisé. 66 millions, mais c'est déjà ça. Ensuite, il y a des chiffres très communs qu'il y a partout, c'est équivalent à la distance en avion entre Paris et New York, qui est souvent un chiffre pris comme référence, et en TGV entre Paris et Marseille. D'accord. Ça permet d'ailleurs de voir la différence entre l'avion et le train. Et en dessous, des comparaisons purement pro, c'est-à-dire équivalent à combien de mails envoyés, d'heures de visioconférence et de gigas stockés dans les clouds des boîtes. Et ça permet en fait de faire un parallèle avec l'empreinte numérique des entreprises et de leur dire, voyez ce que votre empreinte hardware, donc des appareils, a comme effet sur votre stratégie numérique globale. Et l'idée, c'est de rendre le bilan très très compréhensible, utilisable, hyper visuel, très visuel, en parce que sinon c'est des chiffres qu'on maîtrise pas forcément. Donc il y a tous les appareils qui sont listés, qui sont cités. Pour chaque appareil, il y a un lien vers la fiche produit du constructeur. Et ensuite, un détail de comment est-ce qu'on a construit tout ce bilan-là. Donc, on a essayé de faire un bilan qui soit le plus sourcé et transparent possible pour que n'importe qui l'a comprenne comment on a eu ces chiffres-là, comment on a calculé les malus, comment on a calculé les équivalences. On se base sur les équivalences faites par l'ADEME, avec son outil qui s'appelle comparateur CO2, qui est super bien, qui permet de comparer sur plein de refs hyper variés. C'est super intéressant. Et ce bilan-là est de facto qu'il y ait 10 appareils ou 1000, il est envoyé à l'entreprise une fois que les appareils sont audités et donc qu'on sait réellement ce qu'il en est advenu. Et donc là, je m'adresse aux auditeurs qui sont responsables RSE ou qui font la partie market avec le rapport extra-financier à rédiger, etc. Ça rentre dedans. Ça, clairement, tu le reprends, c'est du copier-coller, intégration de tous les éléments pour la revalorisation de l'IT. Ouais. On a déjà des entreprises qui ont utilisé notre bilan carbone pour l'ajouter à d'autres reporting qu'elles avaient. Ouais, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on veut, c'est ce que ça puisse, c'est la valeur aussi que ça peut avoir. Ça permet aussi d'avoir un document partageable en interne, par exemple pour un responsable RSE, de dire regardez, en fait on a vidé tous les placards qu'il y avait, on a créé une salle de réunion grâce à ça, et tous les placards c'est 15 tonnes. On a des clients, quand je parle de volume énorme, c'est qu'il y a des clients sur une collecte qui sont à plus de 120 tonnes. Là, c'est plus de 600 à 700 appareils qu'on a pu reprendre. Ouais. Donc, c'est extrêmement large. Alors, est-ce que dans cet esprit-là, à un moment donné, je sais pas, tu dis peut-être dans 5 ans, il y aura plus du tout d'appareils à récupérer ou
Non, là, il y a du gros volume parce que tout le monde va faire ses coins de placard et vont se précipiter en disant mais oui, au fait, je vais lancer une petite note interne, une note de service en mode supprimons ou regardons ce que l'on a et à ramener dans tel bureau ou à tel endroit. T'as aussi tous les digital clean-up day qui fonctionnent dans cette démarche-là, avec aussi bien la partie matérielle que juste du software avec les mails, exactement, que cloud, les drives, cloud et tout ça. Donc ça commence à venir petit à petit, quoi. Bah oui, c'est mais est-ce qu'à un moment donné, ça va pas se tarir? Alors, vu le volume, aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 2,5 millions d'ordinateurs portables qui sont mis au rebut chaque année. Ah oui. Voilà. Donc, oui, peut-être qu'un jour ça va se tarir, mais on en est il y a très encore de la marge. Et il y a une des tendances qu'on voit émerger aussi beaucoup maintenant, c'est le recours à de la location. Ce qu'on appelle aussi, nous, dans le secteur du leasing. Il y a beaucoup de boîtes qui passent par du leasing, du coup, qui n'achètent plus leur matériel, mais qui vont le louer. La raison principale, c'est la raison financière, en disant, je suis plus propriétaire, donc je loue, et tous les 3 ans, les flottes sont renouvelées. Nous, on travaille déjà avec ces loueurs, parce que du coup, ça déporte le problème. En fait, le besoin en appareil reconditionné. Après, il faut que les loueurs aillent un peu au-delà de 3 ans, tu vois, Voilà. Mais pour l'instant, c'est des contrats de 3 ans, alors qui peuvent être prolongés au bon vouloir de l'entreprise. Ça peut. Mais donc ça déporte juste le problème. Tu sais qu'on aura toujours besoin d'appareils de toute façon pour faire fonctionner les entreprises en plusieurs années. Donc, à moins que demain on arrive à un système où les entreprises achètent massivement du reconditionné, mais dans ces cas-là, peut-être que l'on se positionnera aussi sur cette partie, la vente de reconditionné. Donc, pour moi, c'est très très cyclique. Et au fond, en fait, on fait un travail un peu, souvent on fait un petit comparaison avec les chercheurs d'or à l'époque, c'est qu'en fait, dans le jargon de notre milieu, on appelle ça des gisements. Donc dans toutes les boîtes, il y a des gisements. Personne n'est prêt à creuser. Donc nous, on s'est dit on va faire le sale boulot, voilà. On va creuser et on va chercher l'or, mais c'est extrêmement long et on sent encore que parfois il n'y a pas du tout ce réflexe-là de se dire en fait, dans mon numérique, il y a un enjeu responsable énorme, un enjeu environnemental énorme. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est un changement aussi de pratique, d'habitude, peut-être à mettre en lien aussi avec chacun dans sa vie perso. Si on achète nous-mêmes du reconditionné, est-ce que c'est pas plus simple d'inciter aussi ses collègues ou l'entreprise à passer sur du reconditionné, tu vois? Oui, complètement. C'est aussi pour ça que je voulais t'entendre, et en tout cas que les auditeurs puissent t'entendre aussi, pour avoir cette vision-là ou cette prise de conscience, parce que je l'ai déjà, mais potentiellement il y en a plein qui se disent mais oui, j'avais pas pensé à la partie numérique. En même temps, j'ai un épisode que j'avais fait sur Ecoder, qui sont pas forcément super loin, puisqu'ils sont Paris 20e, il me semble. C'est pas très loin. Ouais, exactement, c'est pas loin. Qui eux vont réparer le matériel qu'ils peuvent récupérer, etc. Mais c'est en fait, je pense qu'un des freins, et que j'avais aussi vu en discutant avec les personnes d'Ecoder, c'est souvent sur le matériel que tu vas confier. T'as pas envie qu'il reste des données de ton entreprise, et donc le fait de se dire mais moi j'ai pas forcément un service informatique qui va gérer, j'ai pas le temps de mettre quelqu'un qui va supprimer toutes les données sur le disque. Comment vous gérez cet aspect-là de sécurité des données? C'est un très gros enjeu. Quasiment systématiquement dans les rendez-vous clients, on a la question de qu'est-ce que vous allez faire avec mes données. Alors, certains, nous, on a eu ça. Maintenant, on l'incite à pas le faire. Mais avant, on avait des entreprises qui, avant de nous donner leur matériel, enlevaient les disques durs. C'est pas la solution. Alors, sauf si vous bossez dans du cyber ou des trucs très la défense. Voilà. Là, ça peut être compréhensible, mais en réalité, ça fait perdre complètement de la valeur à l'appareil, et donc on récupère pour pièce en fait l'ossature qui reste. Donc c'est un peu dommage, parce qu'en fait le geste responsable, c'est plus un geste de recyclage qu'un geste vraiment de reconditionnement. Aujourd'hui, systématiquement, nous on fait de l'effacement de données
Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent avec des mots un petit peu barbares, Blanco, Aiken, voilà. Globalement, c'est des effacements qui sont très sécurisés, qui sont certifiés. Nous, on fait de l'effacement constamment. Généralement, on fait de l'effacement système. Donc, on va supprimer on va supprimer l'OS et en réinstaller un de nouveau par-dessus et envoyer ensuite à l'entreprise un certificat pour chaque pièce avec le numéro de série. On va dire ça, on a fait un effacement soit système, soit Blanco, soit Aiken, qu'on fait soit nous, soit nos reconditionneurs. Et c'est quasiment enfin, on ne revend jamais un appareil qu'on n'a pas effacé, parce qu'en fait, ça serait nous, Revalo, qui se retrouverions, enfin, on se retrouverait dans la responsable de la fuite de données. Quoi. Ouais. Ça, c'est un des points fondamentaux. Ah, c'est hyper important, mais c'est tout à fait logique. Aucun reconditionneur ne sera prêt à vendre un appareil qui n'est pas totalement clean, quoi. Donc ça, là-dessus, t'as le certificat qui le garantit. Le certificat qui est, en fait, tout le monde ne demande pas le certificat, mais s'il le demande, nous on l'a. Voilà. Et on l'envoie constamment si c'est nécessaire. Bien. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs ajoutées ou enfin, il y en a d'autres qui font le même job que vous ou pas? On est peu nombreux à faire exactement pareil, c'est-à-dire avoir ce rôle d'intermédiaire entre les clients et les reconditionneurs. Il y a une autre boîte qui fait exactement pareil que nous, mais eux qui sont plus sur des grands comptes, c'est des comptes publics. Donc en fait, on se marche pas vraiment dessus. D'autres entreprises font un peu pareil que nous, sauf que eux, ils le font payer. Parce que nous, la solution, elle est 100% gratuite pour les entreprises, parce on se rémunère sur la valeur résiduelle des appareils. Alors attends, tu viens de dire un truc hyper important. Le service est gratuit pour l'entreprise. Ah, sinon, comment tu incites? Non, mais ça, c'est un vrai choix qu'on a fait, c'est le service de récupération de bilan carbone et d'audit, il est gratuit. Il est gratuit parce que on sait que c'est un plus incitatif pour les entreprises. La contrepartie à ça, c'est que nous, on se rémunère comment? Sur la valeur résiduelle des appareils. Donc, on peut pas avoir que du déchet. Donc, si demain il y a une boîte qui me dit voilà, j'ai 100 appareils et la moitié c'est des vieux trucs, c'est du carton de déchets et de câbles, je veux bien les reprendre, mais il faut qu'en parallèle j'ai des éléments qui sont encore en bon état que je puisse récupérer. Sinon, moi, j'oriente les entreprises vers des gens qui reprennent que du déchet, mais l'enlèvement de déchets c'est hyper cher. C'est très 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 cher. Donc, et comme on n'a pas le droit d'aller en déchetterie quand on est une entreprise, voilà, c'est une solution qui existe mais qui est très contraignante. Donc nous, c'est totalement gratuit. On a des concurrents qui font pareil mais qui font payer. Et là, c'est là où le bas blesse, c'est que c'est souvent au poids de l'ordre de 1 000 € pour 50 kilos. Quand tu sais qu'un ordinateur, c'est entre 2 et 3 kilos, tu as 25 collaborateurs, ça y est, ça fait déjà 1 000 €. Donc ça fait mal. D'autres, sinon, font payer à la pièce. Nous, on a fait le choix de pas le faire. Voilà, on prend à notre charge le transport, ou alors c'est le reconditionneur qui le fait. C'est aussi là où on a tissé un réseau très important de reconditionneurs avec nous, donc on a des très bonnes relations avec eux. Nous, on s'arrange avec eux pour avoir cet équilibre financier à la fin. Et on s'est dit, c'est la seule manière vraiment d'inciter les entreprises à avoir, voilà, ouais. Ok. Et est-ce que tu vois d'autres freins pour les clients, que ce soit les dirigeants ou les DSI? Des freins à la reprise directe. Ouais. Bah, que ça soit un des freins, si ce n'est sur la partie données qui est souvent le côté un peu sensible, un des freins, c'est le temps. En fait, on se rend compte souvent que même ce travail-là de faire le listing, c'est embêtant. En fait, pourquoi est-ce qu'on stocke des appareils? Si les gens l'ont pas fait au départ, si personne ne le fait. En fait, gérer l'IT dans une boîte et surtout gérer les stocks, parce qu'en fait, on parle de ça, on parle des stocks d'IT, c'est un truc hyper pénible. Personne veut s'en occuper, donc parfois nous on peut attendre des mois et des mois et des mois avant d'avoir un listing. Et donc si tu n'as pas l'incitation à le faire, et donc c'est pour ça donc on a créé le bilan carbone et qu'on essaye d'inciter le côté gratuit pour inciter les entreprises à le faire assez vite quoi. Donc en fait, il faut qu'ils embauchent des alternants. Souvent, en fait d'ailleurs souvent c'est ça, c'est vrai. Souvent c'est les alternants qui le font. Dans certains cas, on le fait pas à chaque fois, on est allé chez le client l'aider à faire un listing. D'accord. Un de nos clients d'ailleurs avec qui on l'a fait, qui s'appelle Atland,
Ils devaient déménager. Ils nous ont contacté 15 jours avant. Ils ont dit, en fait, je déménage dans 15 jours. J'ai 300 PC. Il faut absolument que je m'en débarrasse parce que sinon ça va être des frais en plus sur mon déménagement et c'est très très cher et très lourd. Et on a dit, et en fait il y avait aucun listing qui était fait. Et donc on a envoyé un de nos commerciaux sur une demi-journée avec le DSI d'Atlan récupérer toutes les refs. Et on a collecté 2 jours après. Donc en 5 jours, on avait collecté tous les appareils. Et c'était fait. Donc ils étaient hyper contents. En fait, c'est la partie personnalisation ou du sur-mesure. Le fait d'être une petite équipe, c'est que vous vous adaptez aux clients. On est très agile. Ouais. Quand je te dis que nous on peut faire des retours sur des cotations en quelques jours et des collectes en quelques jours. Donc d'ailleurs, on vient souvent nous voir parce qu'il y a de l'urgence. Et ça a jamais été un souci pour nous. En fait, la demande en reconditionné est tellement forte auprès de nos reconditionneurs que dès qu'on a un lot, en fait, dès qu'on va le récupérer, on sait à qui on l'a déjà vendu. Okay. Donc, il y a jamais de stock, il y a jamais de moments fébriles où on se dit mince, on peut plus rien absorber. Ça tourne constamment. Ouais. Et du coup, un autre avantage pour le client, tu me disais aussi le fait d'avoir un interlocuteur unique. Absolument. En fait, on s'est aussi créé parce qu'aujourd'hui, un DSI qui doit chercher une solution pour ça, ou un dirigeant ou un business manager, il va aller benchmarker 40... Tous les conditionneurs. Ouais. Ça va lui prendre vachement de temps. Et surtout, les reconditionneurs aujourd'hui ont chacun leur spécialité. Il y en a qui veulent du Mac, d'autres qui veulent des écrans, d'autres qui veulent des tours, d'autres qui veulent du PC, d'autres qui veulent des smartphones. Donc et c'est logique, toi, tu as un stock qui est très diversifié. Et donc, si tu dois diviser ton stock... Il n'y a plus trop de tours quand même, non? On récupère des petites tours qui ressemblent à des petites briques. D'accord. Assez puissantes, il y a certains, mais quasiment parce que plus. Toi, t'étais bien plus jeune que moi, t'as pas trop connu les tours, alors que chez moi, quand j'étais jeune, il y avait les tours. On en récupère parfois, mais c'est pas du tout 80%, c'est du PC portable. Ouais, forcément. Et donc, en fait, ce travail-là de benchmarker, en fait, est fastidieux. Déjà, c'est pénible de faire un listing. Si en plus, ils doivent benchmarker, vérifier, contacter, négocier les prix, parce que un reconditionneur qui aime que les laptops et qui va se reprendre des tours et des écrans, il va y prendre 0 ou très peu. Donc, c'est très fastidieux. On s'est dit, on va être un sorte de point unique. Voilà, on va avoir le lien entre nous et le client, et toute la partie front, en fait, se passe qu'avec nous. Il nous envoie le listing. On lui dit quand est-ce que le reconditionneur vient pour collecter le matériel. On lui dit quand l'audit est terminé. On lui envoie le bilan carbone et c'est tout. Et voilà. Et c'est beaucoup plus simple pour les clients d'avoir une seule personne que de devoir contacter, relancer des reconditionneurs qui n'auront jamais la patience aussi, et dont c'est pas le métier, d'aller chercher ces petits lots à droite à gauche. Oui, et puis il y a tellement d'autres projets digitaux internes à gérer qu'en fait, ça, il a pas forcément envie de s'en occuper. On s'est dit, elle, mais le DSI. Le DSI. Mais on s'est dit, s'il faut inciter, il faut simplifier. Voilà, inciter, simplifier pour inciter. Ok. C'était le mot d'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais aborder sur Revalo avant qu'on parle un peu de Tomcat? J'avais envie de parler un peu de Tomcat aussi. Non, je pense qu'on a fait le tour, si ce n'est que on est aussi en capacité d'aller récupérer des lots à l'étranger. On commence à travailler un peu en Europe. Pour ceux qui sont qui ont des antennes. Luxembourg, pas mal. Luxembourg, Belgique, on a déjà fait. Et là, on est en train de sonder le marché italien et espagnol. Allez. Voilà. Comme le besoin est partout, il faut qu'on aille partout. Ouais, forcément. Ok. Voilà. Alors, du coup, on s'est rencontrés, nous, à l'occasion de Tomcat. Revalo, vous faites partie, du coup, de la promo 4. Apollo 4, de 2025. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que ça vous apporte et comment toi, au Malo, vous aviez pitché avant pour être sélectionné parmi les 8. Comment s'était passé un peu ce process-là? C'est un process très long. Enfin, très long, oui. Ça a commencé en février 2025 pour une rentrée en septembre. En fait, on a été... c'est rapide. Oui, c'est juste... Voilà. Pour toi, ça te paraît peut-être long? Ça me paraît long parce que, en plus, comme tu as tous tes autres sujets en parallèle... Mais on avait approché Tomcat il y a 1 an et demi.
en disant, on aimerait bien être dans leur promo. Et ils nous avaient dit non parce qu'on était trop jeunes. Ouais. Et puis on avait laissé tomber, bon voilà. Et en février, on se fait contacter par Tomcat, qui nous disent on cherche des boîtes pour rejoindre notre future promo. Est-ce que ça vous intéresserait d'échanger avec nous? Au début, on était un peu réticents. On s'est dit on est déjà incubé au Perco. C'est notre 3e incubateur. On a fait Perco, on a fait Schoolab avant, on a fait même la mairie de Paris. C'est même notre 5e en fait. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. On s'est dit voilà, à moins que l'accompagnement soit vraiment différenciant des autres, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, mais on s'est quand même prêté au jeu de faire les rendez-vous. Donc, on a fait les rendez-vous avec Élie, Jérémy, Patrice, qui sont les 3 têtes principales et les 3 fondateurs de Tomcat, qui sont des personnes vraiment très très fortes dans leurs expertises. Et on s'en est rendu compte au fur et à mesure. On s'est dit en fait, c'est quand même ce serait pas mal. C'est pas mal, ouais. Et surtout, en fait, Tomcat. Pour nous, c'est pas un incubateur, c'est un accélérateur. Et c'est là la grosse différence, c'est que chaque incubateur qu'on a eu est venu répondre à un besoin à l'instant T. Et donc on a grandi avec chacun. Et en fait, on avait besoin vraiment d'avoir le niveau au-dessus de l'accompagnement où t'as une boîte qui tourne, c'est structuré, tu fais de l'argent, t'as des équipes, t'as besoin de passer au niveau au-dessus. Et c'est là où on s'est vraiment dit, Tomcat, ils seront top. Ouais, ils seront top pour nous. Et ça se vérifie. Là, on a commencé depuis 1 mois et demi à travailler avec eux. Et on a eu quelques rendez-vous et ils sont très forts, quoi. c'est vraiment. Ça t'apporte une autre vision stratégique du marché, une autre approche client aussi. Complètement. Un recul qu'on n'a pas. Okay. On a la tête dedans, nous, tous les jours. Donc, il y a aussi Sarah qui s'occupe de la partie commerciale et qui a regardé notre pitch commercial et qui a dit, les gars, il faut tout refaire. Et on a dit, ok, bon, on aimait bien quand même, mais voilà, et on prend et on refait tout. Ouais, et c'est ça qu'on veut. Ellie, il a revu toute notre stratégie marketing. Et donc, on est en train de la rebosser, de la peaufiner. Jérémy nous a aidé sur la partie pilotage à la data, pilotage en fait chiffré de la boîte. Donc, ça nous a permis de mettre en place des métriques pour piloter la boîte qu'on n'avait pas du tout avant et qui nous sont hyper importants dans le recrutement qu'on est en train de faire là sur des postes clés, notamment en CSM, en commercial et en logistique. Et Patrice, qui est le président de Tomcat, qui lui nous aide à avoir la stratégie, la vision et surtout à bien recruter les bonnes personnes. On a une très bonne équipe aujourd'hui, mais quand tu passes à du CDI, donc on a quelques CDI, mais quand tu passes à d'autres CDI, c'est tellement important de bien recruter que ça en devient un vrai... C'est un vrai process qu'il faut prendre très au sérieux. C'est tout l'enjeu quand tu as ta boîte. Alors, moi, je suis toute seule, une alternante, donc c'est beaucoup plus restreint. Enfin, en tout cas, c'est plus facile de partager ma vision ou la façon de faire. Mais c'est vrai que quand tu as envie de grandir, et même pour n'importe quelle boîte de quelle taille, au bout d'un moment, c'est comment est-ce que je peux m'assurer et là, c'est moi avec ma vision de marque employeur ou comment on peut attirer les candidats et faire en sorte que ce soit pas fake, que ce soit pas du greenwashing d'une certaine façon. Donc c'est dès le recrutement, comment tu arrives à les impliquer, à s'assurer qu'ils vont partager ta vision, qu'ils vont partager tes valeurs, qu'ils vont partager ta façon de voir ou d'aborder le client. Et ça, c'est pas seulement le commercial qui est en face du client, ça va être toutes les chaînes et tout le monde est imbriqué et impliqué et embarqué. C'est ça, c'est tout l'aspect autour, quoi. Et c'est ça qui est vachement dur à déterminer, parce que non seulement il faut que toi tu cernes les bons profils, mais il faut aussi que tu le vendes bien pour eux. Il faut que tu sois attrayant pour les candidats. Et c'est d'autant plus stressant quand tu as une start-up ou une TPE, ça dépend comment tu vois les choses, qu'un mauvais recrutement peut vraiment te mettre en grande difficulté. Et parce qu'on parle quand même de sommes, alors on n'a pas non plus des sur des profils salaires, juniors, mais sur des profils juniors, c'est quand même c'est très important de gérer des bons, de réussir à, en fait, c'est poser les bonnes questions, voir les bons indices qui te permettront de te dire, ok, ça c'est un bon candidat. Et ça, c'est un candidat que je prendrai pas pour X raisons, parce qu'avec mes valeurs et notre vision, ça marche pas. Voilà. Et alors là, vous recrutez pas mal sur 2026. Vous avez aussi prévu de recruter? Ouais. Alors 2025. Alors en fait, là, ça va être à cheval entre les deux parce que 2025, on voulait recruter donc un SDR, donc un profil commercial prospecteur pur,
un Customer Success Manager qui va gérer justement la partie relation client, bilan carbone, développement de la stratégie RSE de notre boîte, et un logisticien audit pour s'occuper de, comme je te disais, toutes les collectes à Paris et certains audits qu'on a, nous, internalisés sur des volumes qui sont plus petits. À terme, on aimerait augmenter l'équipe commerciale. Parce qu'en réalité, nous... c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est ça. Là où on récupère les clients. Il faut aller réussir à prendre des rendez-vous. Dès qu'on a un rendez-vous, dans 40 à 50% des cas, on signe. Parce que en fait, c'est gratuit, ça rend service, ça engage la RSE de ta boîte. Personne, il y a très peu de gens qui... Donc ça devrait être même plus que les 40%. Ça devrait être 100%, normalement. Ça, c'est dans un monde parfait. Mais donc, c'est pas en fait, on n'a pas un produit qui est pénible à vendre ou on doit vendre qu'il est mieux qu'eux. Il faut vraiment voir ça comme un service au service de la stratégie RSE de l'entreprise. Et moi, j'aimerais vraiment que les DSI, les RSE et les dirigeants comprennent qu'en fait, le numérique peut être un levier RSE puissant et une des portes d'entrée, au-delà de ce qu'on peut avoir avec les fresques du numérique, c'est que dans leurs outils à eux, ils ont déjà des ressources pour commencer cette stratégie RSE. Ce mouvement. Exactement, c'est ça. Bon, et alors, est-ce que tu as envie de faire le pitch là en 2 minutes ou c'est plutôt Malo qui le fait d'habitude? Le pitch de Revalo? Ouais. Là, celui qui a été retravaillé avec Tomcat. Ah, c'est plutôt Malo. Donc là, tu fais bip, je passe. C'est ça? Oui, exactement. Non, mais avant, on pitchait à 2. En fait, on insistait sur le fait que voilà, on a une histoire commune tous les deux dans la création de cette entreprise-là et qu'aujourd'hui, on répond à un besoin croissant, à un besoin puissant. On a travaillé avec plus de 140 clients aujourd'hui. On dit revaloriser plus de 8000 appareils. On en a collecté une grosse partie, mais en fait, il y a 8000 appareils vraiment qui sont retournés sur le marché du reconditionné. Et on est à plus de 1000 tonnes de CO2. Quand on fait le cumul de tous les bilans carbone de nos clients, on est à plus de 1000 tonnes sur 2 ans d'activité B2B. Donc, c'est quand même énorme. C'est en pleine croissance. Donc, voilà, on a bossé avec des très, très beaux clients, très diversifiés. On a travaillé avec McDonald's France, on a travaillé avec Lafarge, avec Arte, avec Bio Burger aussi. Donc, c'est très, très large. Il y a de tout. Et on tout est secteur, toute taille. De tout secteur, de toute taille. Il y a un persona particulièrement qu'on aime bien, c'est tout ce qui est clientèle en communication marketing. Pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont souvent sur des produits Apple. Les produits Apple, d'ailleurs, ça c'est le petit conseil que je donne, c'est après tout le monde n'aime pas forcément Apple, mais en reconditionné, les produits Apple sont ceux qui ont le moins de décote ou de dégradation. Donc, c'est ceux qui vont le plus durer dans le temps. Ça me fait penser un peu avec le parallèle des voitures allemandes. Ouais. Mais c'est les appareils Apple. Moi, j'ai des appareils reconditionnés. C'est des iPhones, mais pour une raison simple. Alors, déjà parce que j'aime plutôt l'OS, mais c'est aussi parce que dans la durée, c'est beaucoup plus robuste que des autres marques. Ouais. Voilà. Et ça, nous, on le voit aussi dans ce qu'on récupère. Je vois bien. Voilà. Ok, top. Et ben écoute, ça fait un petit moment déjà qu'on est en train de papoter. Peut-être qu'on peut passer à la séquence des questions classiques de marqueurs de mes invités. Avec plaisir. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Est-ce que toi, du coup, ça t'inspire ou pas ce nom-là? Ça m'inspire parce que je vais faire un parallèle un peu kitsch, mais nous, on est aussi un peu marqueur du changement. Enfin, on veut s'inscrire dans ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que alors nous, on n'a pas une stratégie, marketing particulièrement ciblée sur des types de boîtes ou autres. Mais ce qu'on donne dans le contenu, c'est ce côté responsable, durable. Changement, bonne pratique. En fait, pour nous, ça paraît logique d'avoir ce réflexe-là du reconditionné. Et donc, ça me paraît, ça passe par du marketing, ça passe par des échanges comme on fait là. Et donc, je trouve que c'est une belle symbolique de se dire, en fait, ça permet d'acter
soit de gens qui envisagent d'inciter au changement, ou des gens qui le font vraiment dans la pratique. Et je trouve qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre à droite à gauche. Et alors, est-ce que tu as des campagnes de pub qui t'ont inspiré, ou alors au contraire qui t'ont choqué en mode non, comment est-ce que des agences de pub ou des agences de com peuvent encore faire ce type de pub? Il y a il y a plusieurs compagnies. Une que j'aime bien, qu'on voit beaucoup, c'est une campagne pour Aigle, tu sais Mhm. vêtements, qui refont beaucoup de campagnes récemment. Ils ont fait un spot publicitaire qui est une vidéo qui dure 1 minute à peu près, où tu vois en fait une histoire entre deux sœurs, une qui grandit et qui a la même Ah oui, doudoune. je la vois, Voilà. tout à fait. Et en fait, le message, il est très bien tourné et ça montre que les produits qu'ils font durent dans le temps, sont réutilisables, ce qui est parfait avec Mhm. nous, ce qu'on a. Et une autre campagne que j'avais vue que j'aimais bien aussi, qui était celle de Greenwiz, qui fait une marketplace en ligne pour des produits bio. Ouais, oui, tout à En fait. fait, Mais du coup, je visualise pas forcément eh leur ben, campagne, c'est pour en ça. fait, il détourne un peu tous les gens qui critiquent des comportements irresponsables, la déforestation, la surconsommation d'eau, le gâchis ou le gaspillage, et qui disent en fait au lieu de critiquer, il faut de l'action, et que Mhm. eux défendent ceux qui sont dans l'action plutôt que de ceux qui permettent de dire 40 000 trucs, mais en fait qui n'ont pas Ouais, vraiment il y a le Yaka Faucon, mais que voilà, c'est finalement ça. on fait pas. Bah écoute, j'irai la regarder parce que celle-ci, là, comme ça, elle me parle pas. Ouais, je Mais trouve tu l'aimes bien. elle est assez maligne, Ok, très bien faite. bon. Eh ben parfait. Et est-ce qu'il y a un éco-geste, toi, en perso, que t'aimes bien ou que t'aimerais recommander ou partager, ou alors vous ici que t'as envie de partager aussi, que vous Euh, faites. je vais être un peu redondant avec ce qu'on fait, mais un éco-geste perso, moi, que j'ai, c'est que j'ai incité tout autour de moi, en tout cas dans ma famille, à opter pour du reconditionné. Donc tout le monde s'est équipé en reconditionné pour des raisons économiques d'une part et pour des raisons environnementales d'autre part. Dans l'entreprise, il n'y a pas un collaborateur qui a un appareil neuf. On a équipé tout le monde, que ce soit ici ou à Toulouse, avec des appareils reconditionnés. Et on est au Perco, là où on a, donc il y a d'autres startups qui sont aussi avec nous. On est un peu vu comme la boutique parfois, C'est vrai. où les Donc gens, ils viennent, ouais, ils viennent, ils disent, ah, t'aurais pas. est-ce que t'as pas une souris, un clavier, un écran, une imprimante, on a déjà, voilà. Et donc on donne aussi des appareils reconditionnés aux gens, aux entreprises ici qui en ont besoin. Et je trouve que par le geste et par l'action, ça montre aussi ce qu'on peut faire. Et je trouve que c'est mieux que de parler, le fait de le montrer et De le faire directement, d'inciter à ce que d'autres le d'inciter. fassent aussi. Ok. Ouais. Perfetto. Et en dernière question, est-ce que tu imagines un autre invité ou une invitée qui pourrait venir parler un peu de son expertise? J'en ai un en tête parce que je le connais bien, parce qu'on travaille beaucoup avec lui, c'est Frédéric Bertinet, qui est le président et le fondateur des boutiques Mercato. Ok. Donc Mercato, c'est des enseignes parisiennes qui, en fait, même modèle que Cash Express, sauf qu'ils Mhm. ont rendu ça hyper sympa. Tu rentres dedans, t'as pas l'impression d'être dans une boutique cash, tu sais, qui sont Mhm. parfois un petit peu froides. Et là, t'as un environnement qui mêle de la seconde main sur absolument tout. Des guitares, des livres, des vinyles, des appareils numériques, du luxe aussi. Enfin, il y a absolument tout. Et c'est quelqu'un qui est profondément convaincu par la seconde main, par le reconditionné. Et ces boutiques sont des vraies expériences de seconde main. Et tu te dis, en fait, si c'est bien présenté, si ça donne envie, si c'est bien fait, tu te rends même pas compte que c'est de la seconde main. Et je trouve que c'est une manière de donner envie d'être responsable sans forcément se rendre compte ou donner l'impression qu'il faut faire des efforts surhumains, quoi. Ça paraît presque naturel. En fait, c'est là où il doit y avoir ces histoires de nouveaux récits, c'est de pouvoir se dire, finalement, dans chaque boutique où on va, il devrait y avoir une partie seconde main. Des petits Enfin, corners évidemment, seconde main, ouais. le côté alimentation, c'est plus difficile, mais sur tous les autres, l'habillement, ça commence à être visible de plus en plus.
dans sur les magasins de sport, dans les boutiques de bricolage. Il y a cet esprit-là, soit de location, de service, de changer l'usage, ou alors de se dire, oui, on achète différemment. Oui. Et j'aimerais que ça devienne un peu naturel finalement dans les boutiques, plutôt que de se dire on a besoin forcément d'avoir la dernière veste à la mode. En fait, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, mais ouais, mais moi aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est intéressant. On voit ça se développer beaucoup. Tu disais avec Fnac Seconde Vie, Boulanger Seconde Vie, même dans l'électroménager et dans le bricolage, t'as de la seconde main qui se développe. Et lui a rendu ça vraiment accessible, envieux, et tu rentres dedans, tu penses que c'est du neuf. Ok. Et c'est très très bien fait. Écoute, ouais, je serais ravie de pouvoir échanger avec lui et sa vision et comment il fait bouger les lignes déjà de la consommation ou de limiter cette surconsommation. Ouais, absolument. En espérant qu'il la limite quand même, tu vois, parce qu'il y a aussi. Il y a, comme il vend que sur du physique, il est aussi lui limité en espace. Ouais. Et ces boutiques sont, enfin moi je recommande à n'importe qui d'aller voir ces boutiques qui sont vraiment, c'est une manière vraiment différente d'appréhender la seconde main et de la voir sous un angle différent des boutiques classiques qui donnent pas envie, où on se dit bon je vais pas rentrer dedans. Voilà. Eh ben, écoute, je vais regarder là une fois qu'on va arrêter, je vais regarder où il y a une boutique pas très loin de chez moi, s'il y en a une, ou alors sinon il va falloir que je lui dise il faut s'installer. Il y en a 2 dans Paris je crois, donc une en plein centre à Beaubourg. Voilà. Bien. Si t'habites près de Beaubourg. Pas tout à fait, mais écoute, on peut se déplacer. Est-ce que tu as d'autres points, ou si tu as une baguette magique, t'aimerais avoir un vœu? J'aimerais que les appréhensions sur les reconditionnés s'envolent ou disparaissent. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place par les constructeurs les reconditionneurs pour s'aligner sur les obligations, garantir 2 ans, certaines pièces, pour inciter les gens à en acheter davantage. Je pense aussi que le neuf est pas assez cher et qu'en fait la différence entre les deux est pas assez grande pour inciter les gens à aller vers du reconditionné. Faire tomber un peu les appréhensions et se dire que il y a 5-6 ans c'était pas forcément très fiable, mais qu'aujourd'hui ça l'est véritablement, et que par ce biais-là les gens aient plus ce réflexe-là à titre perso et à terme, comme on l'a dit avant, à titre pro. Ok. Voilà. Oh bah top. Le message est passé en tout cas. C'est un doux rêve. Après, je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est une baguette magique. Et on le voit là, tu le dis, en 5 ans, les mentalités changent. Ouais. Sur plein de choses. Maintenant, on est prêt à changer ou à imaginer les choses un peu différemment. Donc oui, dans 1 an, dans 2 ans, tout ça nous paraîtra si naturel. Exactement. En tout cas, c'est un secteur qui change très vite. Et ça, c'est cool. Bon, bah top. Merci beaucoup, Aubin. Merci, Diane. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!